Et du coup, alors c'est intéressant, il se passe combien de temps entre le moment où tu crées l'Insta et le moment où vous lancez, tu m'as dit? On crée l'Insta en octobre et on reçoit le premier prototype en janvier. 3-4 mois, et nous, tout on a l'hiver, surtout le facteur temps qui est hyper important. C'est qu'en janvier, on a un prototype, la première série de la production faite par les fournisseurs, donc plus faite par moi. Et on sait qu'il faut en avril-mai être en stock. Enfin, il nous faut toutes nos tentes et l'été est trop court en France pour recevoir tout en septembre, quoi. Et avec 1000 abonnés Insta, tu peux créer un peu d'activation, mais c'est pas ça qui va te vendre 2500 tentes, quoi. Bonjour, je suis Laurent Crête et vous allez écouter Le Panier, un podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes d'acteurs du commerce en ligne. Mon objectif avec Le Panier, c'est de vous faire gagner du temps en allant chercher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer ou progresser dans la vente en ligne. Acquisition, plateforme, panier moyen, emailing, logistique, on abordera ici tous les sujets du e-commerce. Le Panier vous est proposé par Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie digitale, qui accompagne ses clients dans la croissance de leur business en ligne. Fondé par 4 entrepreneurs, Cosa Vostra met les mains dans le cambouis et crée également ses propres startups afin de mieux maîtriser les problématiques de ses clients. Nous adorons les défis et serions ravis de relever les vôtres. Contactez-nous sur lepanier@cosavostra.com ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une première pour moi et pour Le Panier puisque je reçois 2 invités, les cofondatrices de Miason, Hortense et Valériane. Bonjour Hortense. Bonjour. Bonjour Valériane. Bonjour Laurent. Miason, c'est une toute jeune société, vous avez à peine 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi, pardon, je vous rajeunis. Qui a inventé un nouveau type de parasol qu'on vous présente, de tente de plage qu'on vous présentera que Valériane vous présentera dans quelques secondes. En un peu plus de 2 ans, elles sont passées d'une idée sur un coin de table à presque 5000 ventes, je crois, dans ces eaux-là, principalement en ligne, avec quelques très très beaux partenariats dont on va parler. J'aimerais comprendre comment vous avez créé vos premiers protos, comment vous êtes financé, comment le lancement et l'activation s'est faite, et comment on arrive à aller toquer à la porte d'Air France ou des autres partenaires que vous avez eus pour faire des super collabs. Mais pour commencer, Valériane, Miason, c'est quoi ? Alors Miason, comme tu l'as dit, c'est une alternative au parasol. C'est joli, c'est pratique à transporter. Alors, c'est difficile de l'expliquer quand on voit pas une photo, mais ça ressemble à une tente canadienne. Et quand on la plie sur elle-même, un peu comme un kawaii dans sa poche, Miason se replie et prend la forme d'une petite feuille A4. Ça ressemble à une lettre d'amour, à une petite enveloppe. On la glisse dans son sac, ça passe en bagage cabine et tous les éléments se rentrent à l'intérieur. Ça passe en bagage cabine malgré le fait qu'il y ait des éléments en fer à l'intérieur, mais qui sont pas contendants. Alors, c'est des éléments en aluminium, ultralight, tout ça est certifié. Okay. D'où la collaboration avec Arthur. J'en ai effectivement une qui est posée devant moi sur la table, mais vous pouvez aller sur le site Miason, miasun.fr. Et effectivement, c'est d'une part très joli. C'est marrant de parler d'une lettre d'amour. Et ça prend effectivement assez peu de place. Ça pèse pas très lourd non plus. Ça pèse 1,2 kg, c'est le poids d'une bouteille d'eau. Et dans un panier de vélo ou dans un bateau, on a toujours avec soi. Et on se retrouve plus sur la plage en se disant mais punaise, il n'y a pas un coin d'ombre, on va devoir décamper, ça va être insupportable. Ou à racheter un parasol tous les ans parce que les parasols c'est pourri, quoi. Ouais. Okay. Vous êtes assez jeune, vous avez 26 ans. Mais la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est votre première société, mais c'est pas votre. Mais vous avez travaillé un petit peu avant. Hortense, toi, tu es architecte d'intérieur. Et un master en design. Et c'est à 23 ans qu'on s'est retrouvés pour monter ce projet. C'est en sortant d'école et en allant travailler aux États-Unis d'abord. Et après en revenant pour un CDD en France pendant 1 an en tant qu'archi d'intérieur sur un hôtel à Val d'Isère. Dans lequel tu as beaucoup bossé et pour te reposer, tu as rejoint Valériane. C'était à proprement ça. J'ai retrouvé Valé en 2016 en Australie pendant 3 semaines et c'est durant ce voyage que l'idée est née. D'accord, comment ? On a décidé de remonter la côte de Sydney à Cairns et on faisait des stops sur les plages et effectivement au mois de janvier en Australie, c'est le pic de l'été. C'est le mois d'août français, le mois de janvier en Australie. Exactement. Et force de ça, les parasols sont présents sur les plages ou les tentes énormes australiennes en PVC, type vraiment des installations massives sur les plages. Okay. Et nous, on est les 2 seules françaises à brûler au soleil. Et dans l'idée, on cherche à en acheter, on cherche à se protéger, on cherche aussi à se dire, ok, quitte à mettre $200 australiens dans un truc joli, on a envie de le ramener.
Et là, le premier frein, c'est qu'évidemment, on ne pourra pas le ramener. C'est énorme. Tous leurs parasols sont massifs. Et une journée de pluie et de canoë nous a mené à parler de cette histoire de parasol malin. Et j'adore bricoler. J'adore les idées malines. J'adore le design danois, scandinave, tout ce qui est dans le textile, etc. Et on s'est dit, mais attends, mais à nous deux, on va faire quelque chose de beau. Un parasol qui serait beau et qui serait pourquoi pas fabriqué en France éthiquement, en trouvant des super fournisseurs, et puis bam, on le fabriquerait puis on le vendrait via Instagram, on ferait des super photos, et en fait tout de suite le brainstorming en presque 1 heure. Pour rigoler aussi, ouais, en 1 heure. Et vu que mon surnom à l'étranger c'était Mia, on a rajouté Sun derrière et on regarde le nom de domaine, et Mia Sun, ça Pourquoi Mia? C'est mon second prénom. Ok. Le nom de domaine est libre et bim, vous le déposez. Exactement. Au retour d'Australie, on achète le .com et .fr et on achète la marque. Toi, Valériane, tu vivais à ce moment-là en Australie, tu travaillais là-bas et tu rentres, tu suis Hortense. En gros, après l'idée, moi, je suis restée en Australie. Okay. J'avais un CDD dans une boîte française là-bas. Donc, j'étais hyper à fond dans mon job et j'espérais décrocher un VIE après. Donc, j'étais vraiment investie. Et Hortense, au milieu d'une nuit, me montre un prototype qu'elle avait déjà mis en place et qui tenait réellement debout. Et elle me dit, il faut absolument qu'on se retrouve, qu'on le teste. Et si ça te plaît, on verra. Et du coup, j'ai décidé de quitter l'Australie pour ce voyage test Mia Sun. Et une fois que je suis arrivée dessous, on s'est tapé dans la main. On a dit, mais ok, ce produit, il est canon. Et si on le fait pas et que quelqu'un d'autre le fait à notre place, on va le regretter toute notre vie. Du coup, j'ai rappelé mon employeur et je suis rentrée en France avec Hortense. Et je suis rentrée à Annecy, là d'où on vient, là où on s'est rencontrés. Vous êtes des amis d'enfance d'Annecy, c'est ça? Ouais. Et actuellement, vous êtes basé à Annecy. Enfin, la société est basée à Annecy et nous, on vit à Paris la moitié du temps. Ce prototype, comment tu le montes? Exactement. L'idée de la toile, assez simple, je vais à Paris prendre des cours de couture dans le 11e, j'achète mes tissus au marché Saint-Pierre comme tout le monde, et j'arrive à ma voile. Juste venant d'Annecy, les bâtons de ski ou les bâtons de randonnée sont assez accessibles. Je rencontre un fournisseur de bâtons, je lui en parle pour pouvoir faire des prototypes, et en fait très simplement on met les bâtons de l'autre côté, d'un sens inverse, et on fait tenir notre premier prototype sur la plage à Annecy. Ok. Et ça vous permet quoi? Des photos, une installation dessous, de se dire ça peut être sympa, et puis pour montrer à Valé que le produit tient. Ok. Et une nuit, effectivement, le dessin, après avoir fait maison et objet d'ailleurs, je me rappelle très bien parce que c'était la semaine suivante où je commençais déjà à postuler, à donner des CV, etc. Et là, la nuit, je me réveille avec une idée de me dire, le kawaii est tellement malin. Dès qu'il y a une petite ondée, hop, on ouvre sa pochette, on sort une veste. Moi, l'idée, c'était de faire rentrer le parasol dans sa poche, quoi. Ok. Et donc, le pliage malin, et on fait Ce qui est presque le cas, ça rentre dans un sac à main sans problème, quoi. Voilà. Et la poche arrière est cousue pour permettre de tenir les bâtons, les sardines, et évidemment le mode d'emploi, parce qu'un produit malin, évidemment, on informe le client comment il doit l'utiliser, etc. On voulait aller dans tous les détails et faire un beau produit. Donc, tu fais un proto, tu itères dans ta tête et j'imagine dans tes prototypes. Je pense que j'en fais 10. Je vais coudre à chaque fois moi-même. Voilà. Mais le projet s'arrête là parce que si j'avais pas rencontré Valé, j'aurais gardé mes prototypes. Mes parents trouvaient ça vraiment chouette comme idée. Mais voilà, on avait tous une tente pour aller au soleil, mais on n'avait pas l'idée de l'usiner ou de l'industrialiser, quoi. D'accord. Enfin, les capacités, du moins. Et le next step, du coup? Et à ce moment-là, tu avais quand même aussi rencontré des réseaux comme Entreprendre et Initiative, parce que l'idée, c'était de se dire, OK, l'idée, elle est bonne, comment on peut faire pour la développer, combien ça va coûter, avec quel argent, etc. Et moi, je me souviens, quand je suis rentrée, on avait tout de suite rencontré Initiative Grand Annecy, qui est un réseau qui accompagne les boîtes et qui te finance un prêt à taux zéro. Et à ce moment-là, quand on avait testé le produit et qu'on s'est dit que c'était vraiment chouette, on allait le représenter, on a réfléchi sur le business plan, parce que forcément, quand tu lances un produit, faut que ce soit rentable et que tu puisses te développer. Donc, on a vraiment travaillé toutes ces données et on a commencé par se dire combien ça coûterait de fabriquer une tente de plage, combien on pourrait la vendre, par quels moyens, et on a réfléchi à toute cette stratégie marketing et de communication qu'elle est derrière. On s'est épaulé aussi de mon frère qui avait une expérience, qui avait déjà monté des boîtes et qui avait 10 ans de plus que nous, et qui a pris le rôle, en tout cas pour nous aider financièrement et à dessiner notre business plan, etc. D'accord. Et donc à ce stade, on va chercher des partenaires localement.
D'abord, on devait absolument trouver des fournisseurs. Oui. Parce que c'est bien de Quand je dis des partenaires, pardon, des fournisseurs qui peuvent pour fabriquer. fabriquer la. Donc nous, on avait envie de le fabriquer en France, mais on était quand même curieuse de savoir, de connaître tous les prix un peu partout en Europe et dans le monde. Mais on s'est rapidement rendu compte que les Français, ils réagissaient super vite, qu'ils proposaient une qualité de ouf, qu'on pouvait le personnaliser, qu'ils étaient pas très loin de chez nous. Et on est parti d'Annecy avec notre Tourane. On est allé, le Tourane n'est pas hors d'Hortense en l'occurrence. On est allé dans le Nord parce que moi j'ai fait mes études dans le Nord. Donc j'avais quelques contacts qui me permettaient d'aller rencontrer des fabricants de textiles, etc. Ça n'a pas été concluant et on a fini à Lyon, près de Saint-Étienne, de Tarare, etc. Et là, on a rencontré des fournisseurs de textiles, un mec qui faisait tous les comment ça s'appelle les toiles cirées, comment ça s'appelle, qui avait une énorme usine de textile, une teinturerie, une usine de textile. Et lui, tu lui présentes quoi? Des plans, le proto? On lui présente des protos. Là, on a des protos qui sont solides. Hein. On avait presque des produits finis. Hein. D'accord. C'est juste qu'on voulait des nouveaux motifs, on voulait du coton. Et vous avez vu combien de fournisseurs? En tout. Avant de choisir les fournisseurs actuels? On a fait beaucoup, Pour le tissu et la confection, il y en a eu une quinzaine. Ouais. Pour la partie en aluminium, on avait fait un énorme appel d'offres où on a bien envoyé une centaine d'emails à 100 fournisseurs différents. À la fin, tu sélectionnes en fonction de ce qui te répondent. Ils étaient intéressés? Vos volumes à l'époque, vos projections ne devaient pas être énormes. Vous avez nous, on a tout de suite fait croire à tout le monde qu'on voulait en fabriquer beaucoup pour voir quel pouvait être le prix vraiment le plus optimum. Et mais notre première année, notre premier one shot, c'était 2500 pièces quand même. Et en fait, voilà. En partant de rien, de proposer qu'on allait quand même avoir des mètres et des milliers de mètres de tissu. Mais notre objectif a été un peu déterminé par ça. C'est qu'en fait, nos fournisseurs, ils nous ont vite dit, ok, je veux bien vous personnaliser votre tissu jaune fluo. Sauf que moi, j'ai aussi mes contraintes et je peux pas vous faire moins de 600 mètres au premier jet. Donc, 600 mètres, pour nous, ça faisait 2500 tentes pour la petite enveloppe. Donc, on a été contraintes par ça et en même temps, ça nous a foutu un objectif de dingue, quoi. On s'est dit, ok, il faut qu'on l'atteigne. Ouais. On a 3 mois cet été pour y arriver. Ouais. Et du coup, on avait vraiment faim, quoi. On voulait y arriver. Et on avait aussi peu de temps, on a réussi à avoir un produit fini avoir complètement un produit qui sortait d'usine. Qui est vendable, quoi. Et ce qui était rigolo, d'ailleurs, c'est qu'on l'a reçu 1 an pile après le jour de l'idée. Donc au final, c'est quand même allé super vite. C'est à quelle date vous l'avez reçu, le premier le produit fini? Le 27 janvier 2017. Oui. Donc il y a 1 an et demi exactement. Exactement. Okay. Mais on avait eu l'idée le 27 janvier 2016. C'est drôle, hein. Vraiment, le brainstorming, la note iPhone existe encore. Ok. Ouais. Les étoiles sont bien alignées dans notre... Combien de fournisseurs pour un Miasun? 6. On a 6 fournisseurs. Il y a le fournisseur de tissu, celui qui s'occupe de la confection. Il y a l'aluminium et il y a une usine qui assemble tous ces éléments à Annecy. C'est une ESAT avec des personnes handicapées. Ils font le packaging et ils stockent nos produits. Ok. En parallèle de tout ça, j'imagine que vous commencez à créer la brand plateforme, l'image. On l'avait fait même avant. On l'a même fait en amont. C'était presque le premier critère. À partir du moment où on s'est retrouvés, on a tapé dans la main pour se dire, OK, on quitte notre job, on fait ça à 100%. L'Insta était déjà créé. Enfin, au même moment, on a acheté le nom de domaine. On s'est dit, bon, OK, on voulait créer une communauté autour du lifestyle, du voyage, de la plage, pour que les gens, ils nous suivent, ils soient curieux, ils attendent quelque chose. Et du coup, au moment où on a dévoilé le produit, on avait déjà, je crois, 500 abonnés sur notre Instagram. Il n'y avait pas rien, tu vois. Au moment où on l'a dévoilé à notre famille, il y avait 1000 personnes sur Insta. Sur Insta. Ouais, en ayant fait juste des posts réguliers et créer un esthétisme, en fait. Juste créer une brand, quoi, genre avec des inspirations du voyage. Ces posts existent encore? Oui. Okay. Ils sont toujours là. Vous n'avez pas supprimé Non. Okay. Non, il y a les premiers. Il y a même des mini prototypes un peu cachés. Donc c'est un peu caché dans les photos. On peut les retrouver si on cherche bien, quoi. On a exactement. Ça peut être le jeu de cette famille. Et du coup, alors c'est intéressant. Il se passe combien de temps entre le moment où tu crées l'Insta et le moment où vous lancez? Tu m'as dit? On crée l'Insta en octobre et on reçoit le premier prototype en janvier. 3, 4 mois, et nous, on a surtout le facteur temps qui est hyper important. C'est qu'en janvier, on a un prototype, la première série de la production faite par les fournisseurs, donc plus faite par moi. Et on sait qu'il faut en avril-mai être en stock. Enfin, il nous faut toutes nos tentes et l'été est trop court en France pour recevoir tout en septembre, quoi. Et avec 1000 abonnés Insta, tu peux créer un peu d'activation, mais c'est pas ça qui va te vendre 2500 tentes, quoi. Mais il y avait surtout un truc, le produit, les 1000. Ouais. Il y avait un truc super important, c'est qu'en gros, notre produit, on l'a breveté.
Et pour breveter un produit, t'as pas le droit de le dévoiler. Parce que s'il tombe dans le domaine public, bah ton brevet, il est annulé, quoi. Si tu dévoiles un produit avant qu'il soit breveté, dans le domaine public, il n'est pas brevetable. Ok. Ah ouais. Et c'est pour ça aussi, en partie, qu'on n'a pas fait de campagne de crowdfunding. C'est que nous, on devait rester tout secret pour déposer notre idée. Et au moment où l'été était là et où l'engouement il était au maximum, bah on a pu le sortir. Mais tout l'hiver, on a bossé dans le secret. Hein. On était. C'est facile de breveter une tente de plage? Parce que ça me paraît, ça me paraît formidable et j'en avais jamais vu comme ça avant. Qu'est-ce qui est C'est les dessins et modèles. Les dessins et modèles. Ouais. D'accord. Ok. Et nous, ce qui est innovant, c'est qu'on a vraiment un système de pliage et de transport qui n'existait pas avant. Ok. Donc on est en janvier 2017, vous avez vos premiers produits. L'été approche et il faut se faire connaître avant les salons, j'imagine, en tout cas la période d'avril. Mais c'est ce que tu viens de dire. Et là, qu'est-ce qui se passe entre janvier et avril? Déjà, on a eu la bonne idée avec nos 20 premières pièces de la première série de les prêter ou de les offrir à des proches et les envoyer à travers le monde avec des jeunes qui partaient voyager en Thaïlande, Vietnam, Malaisie, des gens qui faisaient le tour du monde. Et en fait, on a récupéré... En échange de quoi? De photos, de feedback, de photos? De photos. Vraiment de photos. Mais des photos de qualité. On avait des vrais shootings pro qui revenaient en mars, avril, mai, et ça nous a pu nous créer notre premier e-shop. Ok. Et ce qui était super, c'était aussi d'avoir un retour parce que nous, on adorait notre produit. Mais là, on a dispatché les produits à des couples, à des familles, à des retraités. Et l'idée, c'était d'avoir un retour. Genre, est-ce que le produit, vous l'avez autant aimé que nous, on l'aime? Est-ce que vous avez réussi à l'installer facilement? Est-ce que vous l'avez toujours avec vous? Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas que nous qui étions fans de l'idée. Les gens ont tout de suite été hyper réactifs. Et... Donc, vous le prêtez à des amis ou des proches ou des gens, bref, qui voyagent, qui vous envoient des photos? C'était drôle. On appelait ça les Miason qui voyagent. La Miason partait au Brésil. Elle a passé 3 jours à Rio, elle revenait. La Miason partait en Thaïlande. Alors la Thaïlande, elle a fait Malaisie, Laos, Cambodge. Elle faisait un super tour et puis elle revenait, puis elle repartait dans les mains en Bretagne. C'était toujours les mêmes. Ok. Et du coup, les premières Miason, elles ont pas mal fait. Elles ont beaucoup voyagé. Elles n'ont pas un bilan carbone terrible. Ok. Mais elles existent toujours? Elles existent toujours. Elles tiennent encore? Ouais, elles tiennent encore. Super. C'est un gage de qualité. Donc des Miason qui voyagent, des photos qui reviennent en échange, ça vous permet d'alimenter les réseaux sociaux. Vous créez le site à ce moment-là. Et là, on arrive donc à l'été 2017. Il y a 2018. Non, 2017, pardon. 1er mai. Ouais, ok. Sur le site. Oui, j'ai dit 1 an et demi tout à l'heure, mais c'est 2 ans et demi, effectivement. Et très bien. Et je vous demanderai un peu plus tard comment on se fait connaître à ce moment-là, mais juste pour avoir une idée du volume aujourd'hui, j'ai dit à peu près 5000 ventes tout à l'heure. À date, c'est ça? Ok. Ouais, on a fait plus de 5000 ventes. Plus de 5000 ventes, excellent. Et des beaux partenariats, on y reviendra aussi. Il y a de la concurrence? Alors au niveau il y a le parasol, il y a le parasol dont tu parlais tout à l'heure aussi en Australie. Qu'est-ce qui peut faire de la concurrence au Miason? Alors déjà, comme on te l'a dit, comme on l'a breveté, on est les seuls à avoir un parasol qui tient dans ton sac. Ouais. Donc ça, c'est assez dingue. On vient pas se positionner sur un marché où il y en a d'autres qui font exactement la même chose. La concurrence, on peut penser au parasol Décathlon, on peut penser au petit parasol que tu achètes sur le bord de la plage. Mais en fait, c'est pas du tout la même cible. Nous, nos clients, c'est des gens qui soit ils ont jamais acheté un parasol parce qu'ils trouvent ça horrible et qu'ils ont pas envie de s'en encombrer, ou alors ils étaient pas vraiment encore dans l'optique on se protège du soleil, ils ont eu des enfants et c'est à ce moment-là on est vraiment allé choper une cible qui était pas encore parasol. Et donc les concurrents Décathlon et il y a la grande distribution. Là il y a un nouvel acteur qui s'appelle Live for Life, c'est un parasol qui s'envole pas. En fait, on se rend compte qu'il y a réellement un marché qui est en train de se créer avec des acteurs, mais on les considère pas vraiment comme des concurrents parce que nous, on est le parasol joli et pratique. Ok, et on réinvente un peu la protection soleil. C'est vrai que depuis quelques années, puis c'est marrant parce qu'on conquiert les cœurs des jeunes mamans 30 ans qui ont des enfants et qui voient tout de suite la photo de famille soit Miason. Et en même temps, là, sur le salon d'Aix-en-Provence, par exemple, beaucoup d'hommes âgés 60 ans qui ont toute leur vie eu des parasols ou fabriqué avec des bouts de bois et des paréos, des sortes de structures pour se protéger du soleil, et voient notre produit et tout de suite c'est un achat, ça ne réfléchit plus, il y a pas de prix, etc. C'est juste vous avez inventé en kit l'idée, mais pourquoi on l'a pas eu avant, quoi. Et le Made in France est aussi super important. Ça aide. Parce qu'en gros, les chiffres, c'est que chaque été, il y a 300 000 parasols Made in China qui sont vendus sur les plages, juste en Méditerranée. Et ces 300 000 parasols, globalement, on les jette à la fin des vacances. Ouais, et du coup, c'est un peu un désastre. Enfin, c'est du polyester, hein, donc c'est du plastique. Nous, on trouve que c'est nul. Et du coup, on utilise un coton qu'on peut passer en machine, que tu vas garder pendant des années. Et les gens, ils adorent ça, quoi, le fait qu'ils vont l'utiliser tout le temps. D'accord. Vous vous souvenez de votre première vente? Ouais. Sur le site? Oui, c'était sur le site. Toutes les ventes sont sur le site. Ok. Donc, ouais.
C'était des Annéciens, parce que comme on vient d'Annecy, c'est vrai que la bulle, elle était vraiment au bord du lac au début. C'était la maman d'une amie qui a acheté la première tente. Ok. Donc là, on est 2 ans plus tard, quelques milliers de ventes, presque 5000 ou 5000 plus, peu importe. C'est quoi votre plus gros challenge aujourd'hui ? Nous, le plus gros challenge, c'est de se faire connaître par un maximum de gens. Parce que quand les gens découvrent le produit, on a un super bon taux de transformation sur notre site. Donc l'idée, c'est que ça passe par Instagram avec des influenceurs, beaucoup de trafic naturel. On a toujours fait au feeling avec les mamans, l'idée, c'est de se faire connaître sur Instagram pour basculer les gens sur notre site internet et se faire connaître. Et vous souhaitez continuer à distribuer sur votre site ? Oui. Uniquement ? Pas uniquement. Pas uniquement, ok. Vous avez itéré sur le produit depuis le lancement ? Est-ce qu'on a fait des modifications ? Vous avez fait des modifications On a amélioré des mini caractéristiques de renfort. Ok. Face au vent, il y avait des œillets qui avaient pas eu une double couture en fait. Donc on a renforcé ça. On a renforcé la soudure des œillets aussi sur les barres. Des mini détails de qualité, mais rien sur le concept ni les dimensions. Rien sur le concept ni les dimensions. Et vous n'êtes ni l'une ni l'autre ingénieur. Vous vous êtes fait accompagner ou pas ? Non, du tout. D'accord. Donc on a cherché des conseils, mais au final, le dessin initial était le bon. Et surtout, les dimensions étaient du bon sens. Étant très pragmatique en termes de design, je pense qu'on est allé juste back to basic. 3 bâtons, une toile en coton, des cordelettes et des sardines. Et l'équilibre de la dimension était quand même un challenge pour faire tenir jusqu'à 40 km/h de vent la tente. Donc, j'allais poser la question, ça résiste au vent ? Ça tient. Ok. Ça tient très bien. Il faut juste bien l'installer, bien l'orienter. Évidemment, comme un parasol, de toute façon. Voilà. Enfin, qu'on plante. Mais notre version a quand même 6 points d'ancrage, donc tient bien mieux qu'un parasol. Ok. Et pourtant, il n'y a pas de pied au milieu, donc on a un espace bien plus grand pour être dessous. Donc, il n'y a que des avantages et pas d'inconvénients. Et c'est pas dangereux aussi. Et donc la R&D, vous l'avez fait vous-même en fait. Et on l'a validé. Ouais. D'accord, super. Qu'est-ce que vous avez à votre tableau de bord ? C'est quoi le KPI que vous regardez tous les jours en vous levant ou 10 fois par jour ? Alors, il y a pas mal de données qu'on regarde tous les jours. Je pense que les premières, c'est quand même Instagram. Parce que Hortense, elle publie tous les jours sur Instagram. Ok, vous le faites vous-même ? On le fait nous-mêmes. Ou avec une agence, vous-même ? Okay. Non, on fait tout nous-mêmes. Donc les publications, voir comment elles marchent, publier des stories, combien de visites sur le profil on a, combien de vues sur les stories on a, combien de clics sur le site. Et après forcément, les KPI les plus importants c'est les ventes, voir combien de ventes par jour on a. Alors ça on s'en rend bien compte parce que c'est encore nous qui emmenons les produits à la poste, donc c'est concret quoi. Et on regarde quand même qui sont les clients qui achètent, est-ce que c'est un réachat, d'où ils viennent. Donc les ventes sont importantes. On regarde le Google Analytics pour comprendre d'où ces clients viennent. Est-ce qu'ils viennent que d'Instagram ou de recherche en direct sur Google ? On se rend compte qu'il y a 40% d'Instagram et 60% d'organique. Ça s'explique parce que les gens, ils nous voient une fois sur Instagram et c'est un peu un achat raisonné. Tu le vois une fois, le produit, tu le trouves sympa. Tu vas voir le site une deuxième fois, tu trouves qu'il est top, la vidéo, elle te convainc et tu l'achètes la 3e fois. Et en fait, les gens nous voient sur Insta, ils commandent. Et il y a aussi ceux qui nous ont vus sur la plage grâce à nos clients, qui sont des ambassadeurs de dingue parce que ils sont installés et autour, les gens sont curieux. Genre, ils viennent voir en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette chose nouvelle? Où vous l'avez acheté? Et je pense que ça permet de transformer beaucoup de ventes. Tous les Miason ont le bandeau fluo? Ouais. Qui est reconnaissable, qui est très reconnaissable. Exactement. Dès le début, c'était un souhait d'avoir une marque forte avec une couleur dominante, exactement. Et remarquable, ok. Et on surveille aussi la presse parce que comme on a un produit qui est nouveau, on a contacté beaucoup de journalistes pour leur présenter et c'est un produit qui est utile, quoi. On protège les enfants du soleil, donc c'est bien de se faire connaître et on a un petit outil qui nous permet de savoir tous les matins qui a parlé de nous. C'est quel outil? Mention, ok. Mention.io si je dis pas de bêtises. Defenders. Et les ventes évidemment. Et les ventes, évidemment. D'accord. On surveille par rapport Là, c'est notre 3e été. Ouais. Donc, on regarde un peu les tendances par rapport aux 2 étés précédents. Et on se rend compte que notre courbe, elle est croissante. Donc, c'est super encourageant. Et on attend un peu le boom de Capital cet été qui va nous offrir une grosse visibilité parce que c'était ta question. Capital, l'émission, vous passez sur Capital? Sur M6. Okay. Ils ont tourné 3 jours l'été dernier. Une journée sur un pop-up à Paris. Parce qu'en plus, attends, ils ont tourné 3 jours sur Miason. 3 jours sur Miason. Et là, vous allez faire l'objet d'une... Donc, ce ne sera pas une mention, c'est un vrai reportage. Sur la protection solaire. La protection solaire. Ouais. Donc, il n'y aura pas que nous. Il y aura d'autres acteurs de la protection solaire, mais 3 jours, c'était intense. Tourné l'été dernier? Oui. Ouais. C'est marrant. Il s'est passé pas mal de choses depuis un an. Oui, mais en ça plus. reste d'actualité.
Ouais, bah là, la journaliste vient d'appeler avant qu'on te retrouve pour nous demander est-ce que vos points de vente, vous êtes toujours que sur Internet? Et du coup, je lui ai dit non, les choses ont un peu changé. On est au bon marché cet été. Parce que exposition éphémère. Ok. Quand le bon marché te propose de te mettre en vitrine rue de Sèvres, évidemment que tu as envie de voir ta Miassonne là-bas. Donc, il tourne 3 jours l'été dernier et ça va passer cet été? Ouais, au début, du premier ou le deuxième week-end de juillet. Donc encore temps pour la saison. Ah oui. Ouais, en plein dedans quoi. Ouais. Donc là le stock est prêt, on a tout préparé l'hiver et on s'est prête à livrer tous les gens parce qu'on veut vraiment une expérience parfaite du début jusqu'à la fin, que les gens ils découvrent le produit sur Instagram, t'as un peu un coup de cœur et qu'au moment où tu passes commande sur notre site, tout soit fluide. Si tu parles en anglais, la version du site existe aussi en anglais. Que tu commandes, t'es livré en 48 heures. Vous livrez avec qui? Avec la Poste. La Poste, ok. Et après, si jamais tu as envie de poser des questions et tout, on est ultra réactive. On répond à tous les messages, franchement, quasiment dans l'heure, quoi. Instagram ou mail, ouais. Ok. Vous parlez que essentiellement d'Instagram. Est-ce que Facebook, j'en sais rien, Pinterest, est-ce qu'il y a d'autres on repartage un peu les publications Insta sur Facebook, mais il n'y a pas un énorme engagement sur Facebook. Vous êtes 3 ou 4 000 likes, hein, je crois. Ouais. Vous avez, okay. Oui, c'est beaucoup moins que sur Insta, de mémoire. Bah en fait, on bosse Instagram à fond, donc ouais. On a un produit qui a un atout photogénique et esthétique, et c'est là-dessus où la communauté grandit. Ouais. C'est là-dessus où se passent tous les jeux concours. C'est là-dessus où Instagram est tellement plus fort que Facebook aujourd'hui. Et Facebook c'est autre chose. On donne des nouvelles, on reste active. Instagram c'est vraiment un outil de vente quoi. Ok. Pour nous. Ok. Il y a une saisonnalité dans la protection solaire. Effectivement, durant les 3 premières années, ça a été un challenge de pouvoir lisser le chiffre d'affaires de notre start-up et de pouvoir continuer. Après, là, on est en train de passer un cap et on pense qu'on va réussir à lisser. Globalement, tu fais 80% de tes ventes l'été, sur 3 mois et demi, ce qui est énorme. Mais on est aussi connu de plus en plus à l'étranger. Tu vois, j'allais dire qu'il fait chaud ailleurs quand il fait froid chez nous. En Californie, il fait beau jusqu'au mois de novembre. À Noël, c'est une super bonne idée cadeau. L'Australie, ça commence en janvier. Après, t'as un peu d'Asie. Et en fait, au fur et à mesure, on peut expédier partout dans le monde. Et puis, grâce à Internet, t'as aucune frontière de vente, quoi. Et l'étranger représente une part importante des ventes aujourd'hui? Effectivement, l'année dernière, on était à une vente sur 8 à l'étranger. Aujourd'hui, c'est une vente sur 2, une vente sur 3 à l'étranger. Donc, c'est réellement un marché énorme. Okay. Et les gens voyagent toute l'année, en fait, parce que on a trouvé la bonne idée cadeau. Les gens qui partent, en tout cas dans notre cible CSP+, voyagent toute l'année. Donc, les Miassonnes sont utiles sur 12 mois sur 12. Et on met vachement en avant l'idée cadeau parce que en fait on se rend compte que les gens qui ont essayé le produit, il y a un moment où tu cherches tout le temps un cadeau à offrir, une naissance, un anniversaire, des parents, etc. Et on pousse cette idée parce que c'est un produit qui est utile et encore toujours dans l'esprit du Made in France. Donc on a pas mal de réachats sur notre site et ça c'est chouette. Vous avez du réachat? Vous pouvez le quantifier aujourd'hui? On a un client sur 100 qui fait un deuxième achat. Et vous êtes tout jeune. On a des clients qui sont à leur 8e temps de commander. Okay. Il y a des gens qui peuvent carrément avoir une carte de fidélité parce que c'est devenu leur idée cadeau, quoi. Ok. Comment vous avez fait pour développer l'international? Parce que vous avez fait x3 en un an. Eh bien, Instagram, c'est super puissant. Tu vois, cette nuit, il y a une maman portugaise qui est TV host ou je sais plus exactement quoi dans sa bio. Mais elle a publié, elle a découvert Miassonne. Elle a fait une story avec 5 posts sur Miassonne en disant « Je viens de découvrir ça, c'est génial, c'est trop canon ». Ce matin, on s'est réveillé. On avait plus 500 followers sur Instagram et il y avait 20 ventes au Portugal. Donc, l'étranger, c'est juste comme ça, quoi. Ok, par opportunisme, d'accord, mais vous le travaillez? Oui, on le travaille parce qu'il y avait une stratégie réelle. Dès qu'on s'est lancé, on a choisi je dirais entre 15 et 20 influenceuses françaises, plutôt majoritairement parisiennes, et puis après Lyon, Bordeaux, Marseille, Annecy, Lille. Et elles ont très bien fonctionné. Des filles comme Mathilde Lacombe, elle venait de quitter Birchbox à ce moment-là. Elle a posté une photo sous sa tente durant l'été, ça a déclenché des ventes. Il y a ce genre d'influences qui permettent de grossir. L'année d'après, on s'est plutôt tourné vers les micro-influenceurs, c'est-à-dire plutôt la même quantité de femmes, mais avec des communautés moins grandes, mais très engagées. Et là, ça marche encore doublement mieux parce que le côté, on est à l'époque vente sous confiance, vente Tupperware, vente t'as ça, alors t'as testé la Miassonne, moi aussi. Et là, directement, ça fait des communautés de gens. Le bouche à oreille est super puissant avec notre produit. Ouais. Et cette année, il y avait une réelle envie à travers nos
voyage et le développement sur l'Europe, d'offrir des produits à des italiennes, espagnoles, portugaises, belges, américaines. Et on contacte aussi la presse. Enfin, tu vois, Vous le faites vous-même, les relations presse? Ouais. J'ai eu beaucoup d'articles. Bah, super, félicitations. Il y en a effectivement beaucoup, quoi. Est-ce que vous utilisez des outils pour gérer l'influence? Ou vous le faites vous-même à la mano? Non, tout nous-mêmes. Ok. On a été curieuse, tu vois. On a eu des bureaux chez WeWork l'année dernière pendant 6 mois. Donc là, c'est quand même l'occasion de rencontrer plein de gens qui ont créé plein de boîtes, souvent dans le marketing digital, la stratégie d'influence, etc. Par curiosité, on a voulu tester. On a aussi fait des demandes de devis. Et en fait, on se rend compte que pour le moment, nous, avec nos moyens, on avec arrive très bien. On a un contact direct et notre produit, il est tellement, tellement cool que... Non, mais la clé, c'est un bon produit. Oui, effectivement. Un bon produit avec un bon client derrière, ça fait un bouche-oreille qui fonctionne. Et ça marche. Vous avez fait de super partenariats et des belles collabs, avec Air France, avec Gillies. Là, vous êtes exposé au bon marché. Comment est-ce que vous avez fait pour décrocher ces beaux partenariats? Je pense qu'on a un peu d'audace sur les rencontres qu'on fait et on a eu de la chance de mettre des bonnes personnes sur nos chemins. Air France, ça s'est fait quand? Ça s'est fait à l'été dernier. Décembre 2017. C'était l'été dernier. C'était la fin de la première année. Ok. Tout de suite, ça a tapé dans l'œil de l'acheteuse produit Bayer France. Que vous avez contacté, vous l'avez chassé? En fait, non, on a été contacté par quelqu'un qui avait une maison d'édition dans l'expérience client, qui organisait un forum à la Baule, qui invitait 100 de ses plus gros clients et les plus grosses boîtes. Il y avait le Club Med, il y avait Air France. Il parlait d'expérience client, il mettait en relation les boîtes avec les plateformes de clients, etc. Et chaque année, il présentait une start-up. Il avait présenté Guillaume Gibaud au tout début du slip français. Ouais. Et quand il a découvert Miason, il voulait qu'on raconte notre produit de plage sur Internet, etc. Et donc, quand on a pitché Miason, il y avait la responsable de l'expérience client chez Air France qui était dans la salle, qui a adoré le produit, qui est reparti avec un produit parce que l'organisateur de l'événement l'avait offert aux 100 participants. Et en fait, après ça, on a été contactés 3 mois après. Il a offert 100 Miason aux participants de l'événement, ok. Et du coup, la fille d'Air France, Laurence, est repartie avec. Elle l'a présenté à la responsable de produits Air France, Camille, qui a adoré l'idée et qui nous a contactés. Et après, on a commencé à négocier pour parler, faire des prototypes, choisir un design, négocier un prix et insister une vente, parce que c'était essentiellement sur leur e-shop. Sur leur e-shop. Ouais. Vous le distribuez aussi sur le shop de Miason? On l'a fait l'été dernier. Ouais. Mais là, maintenant, c'est eux qui ont le monopole complet de la vente de la distrib. Ouais. D'accord. Et pour Gillies? Et Gillies, c'était les deux univers qui étaient tellement, qui allaient tellement bien. Ils étaient tellement cohérents avec le jaune fluo. Eux, ils ont toujours une petite touche de jaune fluo sur leur maillot de bain. Mêmes univers, c'est un couple qui a créé la marque après un voyage. On les a rencontrés, on s'est bien entendus et du coup on a fait des protos. Et comme ils avaient 3 boutiques dans Paris, 2 à Paris, une à la Baule, ça nous permettait d'être en plus visibles en magasin et de nous tester un peu quelle est l'approche des gens quand ils arrivent dans un magasin et qu'ils voient une enveloppe comme ça. Genre, est-ce que tu te dis c'est un sac à main, c'est une serviette, ou est-ce que les gens vont comprendre que c'est une tente de plage? C'est tellement hors norme. Quoi? C'était votre première expérience. Attends, pardon. C'était notre première expérience magasin. D'accord. Et c'était super intéressant de voir que si on n'était pas là pour expliquer, sans explication, le produit ne se vend pas. Quand il est plié. Voilà. Objectivement. Et c'était la très bonne vision d'ailleurs de l'acheteuse de chez Merci, qui dès la première année a vu notre produit, on lui a présenté et a refusé de nous vendre parce qu'il demandait trop d'explications. Malgré une photo, malgré il faut réellement c'est inconcevable pour le consommateur de voir une pochette comme ça et de penser que c'est un parasol de plage. Tu vois, les gens sont éduqués, elle attend 2 secondes que tu balances en l'air et qu'ils s'installent tout seul, alors que nous, il faut aller planter tes 3 piquettes et 4 sardines, ce qui n'est rien de compliqué, mais ce qui peut faire un peu peur aux gens. Donc il faut les rassurer. Et qu'on peut pas deviner, surtout en voyant le. Voilà, on peut pas deviner. Il faut vraiment il faut que la marque investisse dans le merchandising, qu'il y ait une vidéo, qui est Et le mieux, c'est d'avoir une tente déployée dans le magasin, mais ça prend vachement de place. Et donc, avec Gillies, vous avez des tentes pliées, mais pas déployées en magasin. Et le résultat de l'expérience? Écoute, on est contente, ils ont tout vendu l'année dernière, mais c'est vrai que le rythme n'était pas du tout le même que sur Mais c'était ça vos apprentissages, quoi. Voilà. L'apprentissage, c'est qu'il faut montrer le produit. Alors, je l'ai sous les yeux, le tissu est vraiment sympa, vous le vendez encore? Ils le vendent encore? Okay. Mais il y en a bientôt plus. Ah, il faut se dépêcher de l'acheter. Ouais. Le Gillies, c'est rupture de stock dans 2 jours, je pense. Puis les imprimés bleus sur nos tentes ont vachement bien fonctionné. Tu vois, on a déjà fait 6 lancements.
avec des collections qu'on décline souvent en triptyque, plus nos collabs. Et chaque année, on essaie de se renouveler avec des nouveaux graphismes, on bosse avec des graphistes. L'idée des collabs, c'est aussi de partager les communautés et d'avoir un imprimé sympa qui marche déjà. Mais le bleu marche très très bien. D'accord. Et le bon marché, comment ça s'est passé ? Le bon marché, on était hyper contente de recevoir un appel de leur part parce que c'est quand même une sélection. Donc c'est un appel entrant. Vous aviez postulé ? On avait déjà postulé les premières et deuxièmes années, mais on était encore une toute petite marque que personne ne connaissait, donc on avait eu du mal à avoir des réponses. Et cette année, ils nous ont fait une commande. Ils en ont commandé 200 pour l'exposition à bâbord toutes. Et du coup, on s'est rendu en magasin. À bâbord toutes ? Ouais. Ok. Et on est allé installer avec eux la tente rue de Sèvres. Ils avaient fait une sélection de différents modèles. Et j'ai l'impression qu'il y a un flux constant, pas hyper puissant, mais que ça marche bien. Ouais. Les gens voient le produit sur Instagram. Ceux qui ont vraiment envie d'aller le voir, ils vont l'acheter au bon marché à Paris. Du coup, vous vous êtes posé la question de la distribution, et éventuellement de la grande distribution. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a 300 000 parasols qui se vendent chaque année sur les plages. Ce sera pour plus tard, c'est pas pour tout de suite. Quelle est votre approche, votre philosophie là-dessus ? Nous, on a un facteur temps qui est hyper puissant parce que notre produit, il est sympa et on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui va vouloir faire la même chose ou à peu près pareil. Donc, il faut qu'on aille vite. Il faut aller vite, même s'il est breveté. Même s'il est breveté, il faut aller super vite. Et on a rencontré, là, il y a très peu de temps, une très belle entreprise française de l'outdoor avec qui on va faire une collaboration et on va distribuer dans leurs magasins en France, en Europe et à terme partout dans le monde. Donc là, on va imposer notre marque comme une référence. Ok. Excellent. Je faisais la réflexion tout à l'heure qu'elles avaient de jolies couleurs et en fait, vous m'avez dit que vous n'avez pas arrêté de faire des salons. Ouais. Ça sert les salons ? Ça sert, oui, évidemment, parce que c'est assez sympa de rencontrer réellement les gens derrière nos Instagram, nos écrans, nos photos. Il y a même des gens qui « Ah, vous êtes à Aix-en-Provence, on arrive, on vient, on veut vous voir presque autant que les tentes. » Donc, c'est satisfaisant, après tout le travail donné derrière le digital, d'avoir un rapport humain avec nos utilisateurs. C'est des salons B2C, du coup ? Oui. Ok. Et qu'est-ce qui se passe sur un salon ? Eh bien, c'est de la vente. C'est des salons organisés par exemple, il y en avait 2 sur le très joli magazine Côté Sud, qui fait des événements énormes à 30 000 visiteurs pendant le week-end. Et il y en avait un qui se déroulait début mai à Saint-Tropez, et là, on vient de finir celui de Aix-en-Provence. C'est un rassemblement d'exposants et de créateurs autour du monde du jardin, de l'outdoor, de la décoration française. Et là, on est présente et du coup, on installe tous nos coloris. Et on anime un peu Mais ma question, c'est surtout du coup un boost de vente plutôt que de notoriété ou de... Les deux. La stratégie, c'est de booster les ventes avant l'été, parce que là, l'été, il n'a pas encore commencé. Et nous, en fait, plus il y a de gens qui ont des miacenes, plus il y en a qui sont installés sur la plage, et plus il y a de bouche à oreille. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est bien que ce soit tôt. Et il y a aussi la contrainte de la fabrication en France l'hiver. Et donc, tu vois, on paye nos fournisseurs avant de vendre. On n'est pas comme les stratégies de précommande. Donc, il y a un moment où aussi, sur notre trésorerie, il y a besoin de relancer un peu la machine. Ok. Ça veut dire qu'il y a une course chaque printemps, en fait, pour s'assurer d'être bien placé. Bien placé, de lancer les ventes au plus fort et au plus vite, au plus tôt. Et Mais globalement, c'est toujours des super salons. On fait vraiment des belles rencontres. Tu rencontres des journalistes. Tu vois, là, au côté sud, à Aix-en-Provence, il y a les petites presses locales. C'était la Provence, je ne sais plus quoi, qui sont venus. Ils font des photos. Ils te mettent en page 2 de la presse, ce qui arrive jamais si t'es chez toi à Paris ou derrière ton téléphone. Ça fait venir du monde. Les gens en parlent. Et pareil, le bouche à oreille, il est vachement puissant après un événement comme ça parce que les gens adorent le produit, qu'il est installé en live. Donc, on leur donne toutes nos types d'installations. Tu vois, des gens qui viennent, ils ont un peu des appréhensions. Est-ce que je vais réussir à planter ma sardine? Est-ce que ça va tenir au vent? Là, on leur montre. Et du coup, il y a le vrai contact et l'expérience. Les gens, ils repartent, ils sont trop contents. Ils nous envoient des photos le lendemain. Vous êtes approché par des distributeurs locaux dans ce genre de cas? Des boutiques qui vous disent oui. vous en prendre? On est approché par des distributeurs locaux tous les jours, tout le temps. Par mail. Que vous refusez du coup jusqu'à présent. Ouais. Okay, on en refuse peut-être entre plus d'une dizaine par mois. Ouais, okay. Beaucoup plus, plus que ça même. Il y en a aussi maintenant de plus en plus à l'étranger. Et notre stratégie à l'étranger, c'est quand c'est des e-shops. Tu vois, là, on en a envoyé à Dubaï, on en envoie en Espagne. E-shop, on dit OK, parce que les marges sont un peu différentes que dans la distribution traditionnelle, et ça nous permet de toucher des gens à l'étranger. Si on est visible sur un site à Dubaï, les gens ils découvrent la marque, après qui sait, ils passent un jour sur notre site. C'est intéressant. Ce qui est assez stratégique aussi, c'est que les e-shops sont très connectés et très réseaux sociaux aussi.
le lien se fait est très proche et du coup ces communautés là d'acheteurs sur eShop sont reliées directement à Instagram, donc au eShop du pays et à notre marque. Au eShop du pays et du coup à votre marque. Okay, voilà. Ouais. Et puis tu as une traçabilité qui est beaucoup plus simple. Exactement. Ok. Vous êtes sur quelle infrastructure? Pardon, excuse-moi. Le site. C'est un WordPress. C'est un WordPress et sur la brique e-commerce. WooCommerce. D'accord. Et pour le paiement? CB avec notre banque ou PayPal. D'accord. PayPal, ouais. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de WooCommerce? Avec 2 ans de recul, 2 ans et demi? Vous avez été sur WooCommerce depuis le début? Oui, depuis le début. Et qui a fait ce choix? WordPress, notre web designer. Ok. La structure était beaucoup plus flexible en termes de design sur le web design sur WordPress qu'un Shopify ou un PrestaShop. Peut-être que depuis ça a évolué, mais en tout cas c'est le cas à l'époque. Ouais. Voilà. Et actuellement, nous on est ravis, on est très contents de notre site internet qu'on a cette année dédoublé, c'est-à-dire totalement traduit français-anglais. On a 2 pages. On l'avait fait dès le début, mais aujourd'hui on est une double page quoi. Et ça veut dire quoi une double page? En gros, quand on a lancé le site, tout était en français et en anglais grâce à des petites boxes, mais au même endroit, tu vois. Oui, d'accord. Alors qu'aujourd'hui, tu peux changer complètement la version de ton la site mise en forme. Voilà. C'était Mais c'est super performant parce qu'on se rend compte qu'on a très peu d'abandon panier, de commandes annulées. Les gens, ils restent longtemps sur notre site, tu vois, ils restent entre 4 et 5 minutes. Ils naviguent bien entre les pages, ils vont lire l'histoire, ils vont voir les photos. On a une page avec toutes les photos de nos clients. Tu vois, quand je te dis qu'on est super proche de notre communauté, ils nous envoient des photos, on les met sur une galerie. Et c'est rassurant de voir qu'un petit truc où tu peux avoir des petites appréhensions, mais il y a plein de gens qui l'utilisent, qui s'en sortent très bien. Et les gens restent longtemps et à la fin passent commande. Comment tu gères tes abandons de panier? Alors on fait des relances, on fait une relance par email dans l'année. Tu vois, on essaie de comprendre en fait. C'est surtout une approche très personnalisée. En disant bonjour, vous avez découvert Miason, vous êtes rendu sur notre site, on a vu que vous avez abandonné votre panier. Pourquoi? En fait, c'est plus pour comprendre. On fait pas de prospection commerciale en envoyant des codes promo ou des offres. On fait 0 solde parce que notre produit, il coûte le même prix toute l'année. On n'a pas de collection, donc c'est le prix, il est unique, il est fixe et on fait jamais d'opération commerciale. Je voulais pas demander d'ailleurs, combien ça coûte? 99 €. 99 €. Ouais, okay. Un seul prix. Pas de promotion? Jamais. Maintenant, c'est pas un vrai prix en fait. Si un jour on peut le couper en 2. Il y a différentes philosophies là-dessus, mais j'entends. Ok. Par contre, on fait des OP, tu vois, avec des influenceuses. Quand il y en a qui parlent de Miason et qui ont un super bon retour de leur communauté, et ben elles nous disent, voilà, les filles, ma communauté adore. Est-ce qu'on peut pas leur faire un petit cadeau puisque c'est moi qui leur en ai parlé. Et à ce moment-là, on fait des tote bags avec nos chutes de tissu, ce qui permet de réutiliser, etc. Et on dit, ok, cette OP avec cette fille, on va offrir nos tote bags sur mesure personnalisée. De la donne. Ok. On fait un code au nom de l'influenceuse. Avec un code au nom de l'influenceuse. Et ce qui permet aussi de mesurer, ok, cette influenceuse, elle nous a permis de générer l'engagement. de vente. C'est assez dingue aussi de voir la qualité en fait des comptes Instagram aujourd'hui. Il peut y avoir des très grandes marques avec des énormes communautés qui ont acquis ça avec des bots, avec des techniques, des milliards de jeux concours, je sais pas. Et en fait, l'authenticité d'une communauté, enfin c'est ça qui va se mesurer aujourd'hui. J'espère qu'il y en a qui vont monter des boîtes pour pouvoir le mesurer, parce que quand on a un réel engagement perso, blogueuse ou marque, mais je pense que dans les marques, ça va devenir de plus en plus rare. C'est riche, quoi. Et ça, je pense que ça va se monnayer fort d'avoir des gens qui ont... Oui, c'est l'engagement, quoi. Voilà, c'est vraiment ça qui compte. Ok. Ouais. Donc, vous distribuez vous les offrez d'ailleurs aux influenceuses? Ou influenceurs, pardon, il n'y a pas de... Les Miason? Alors, on sélectionne 10 influenceurs chaque année à qui on offre le produit. Et tous ceux qui sont les autres demandes, on a un code, pour le coup, un petit partenariat avec eux. Mais l'idée, c'est que on fait vraiment tout nous-mêmes avec un budget hyper serré. On fait la presse, on fait toute la stratégie Instagram, et voilà, on fait tout nous-mêmes. On paye pas des influenceurs ou des RP. Ouais, mais c'est bien. Vous êtes combien chez Miason? 2. Vous êtes 2. 2 et... Miason, ouais, mais il y a plein de petits bras derrière. Tout autour de la table, quoi. Tout autour de la table. Non, c'est pas vrai en plus, parce que effectivement, on fait travailler des fournisseurs de qualité, des prestats top, quoi. On a en termes de graphisme, de web design, des gens qui sont là nuit jour si on a un problème, et on peut dire qu'ils font quand même partie de l'équipe, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de faire de l'affiliation sur Miason? Vous y avez pensé? Vous avez testé?
Alors, redis-moi l'affiliation. De l'affiliation, des gens qui revendent les produits ou en tout cas qui linkent vers votre site pour. D'accord. Vous faites de l'achat média pour faire connaître, pour faire venir du trafic? On n'a jamais fait de campagne Facebook Ads, etc. On est curieuse de tester, mais ça coûte super cher et nous, notre business, il roule comme de cette manière-là. Donc pour le moment, on va continuer sur cette lignée-là. D'accord, donc principalement de l'organique et de l'Insta que vous gérez vous-même. Exactement. Ok. Sur la partie SEO, justement, sur la partie organique, comment est-ce que vous travaillez le SEO du site? Alors ça, c'est un travail tous les jours avec notre web, enfin pas tous les jours, mais chaque été avec notre webmaster et web designer. On avait aussi réfléchi à faire du Google Ads, mais au final, les gens qui cliquent parasol, bah c'est tellement large et enfin ça n'a aucun sens. Et plus tu veux affiner tes recherches, plus ça coûte cher. Et en fait, on a fait un test pendant 1 mois et ça nous a pas satisfait, donc on a abandonné cette idée pour le moment. D'accord. Et vous, vas-y, pardon. Je pense que ça reviendra avec le temps parce que si la distribution change l'année prochaine, avec le produit du coup va être vu et à la portée de 10 voire 20 fois plus de gens, et à ce moment-là, les recherches seront plus pertinentes. En fait, quand on a un produit qu'on sort de nulle part, c'est assez marrant. T'as de l'évangélisation. Exactement. C'est ça. Il faut apprendre. Il y a d'abord quelques années d'expérimentation. Ce qu'on appelle nos 3 années de labo, où on est arrivé au top et au plafond de verre actuellement, avec l'émission de Capital qui arrive bientôt. Et la version 2 de Miason est en route. La version 2 de Miason. D'accord. Pas un nouveau produit? Non. Juste un autre moteur. D'accord. Vous avez des bases email, hein, j'imagine, de vos clients existants, de gens qui sont intéressés. Vous avez une newsletter ou comment est-ce que vous les travaillez? On fonctionne par une newsletter par mois. On n'est pas très agressif que pendant l'été. Hein. Elle commence le 1er avril avec le premier modèle qui est sorti, la nouvelle collaboration avec Nice Fleet. Une seconde, hein. Voilà, c'est une par mois. Un peu comme le faisait, j'aimais bien les galeristes ou les musées, c'est-à-dire en avril chez Miason, en mai chez Miason, en juin chez Miason. On donne des news mensuellement. On crée aussi un vrai storytelling déjà de notre histoire entrepreneuriale, parce qu'on est suivi par plein de gens qui sont curieux de voir comment on se débrouille, comment ça marche, comment on évolue. Donc il y a cet aspect-là, donc storytelling entrepreneurial plus voyage avec plein d'adresses. En gros, on essaie de partager un peu les adresses, les hôtels, les restaurants, faire un espèce de guide. Et du coup, les gens nous suivent grâce à tout ça. Donc il y a plein de contenu à raconter sur Instagram et par email. Effectivement, derrière Miason, il y a le produit de plage, mais il y a aussi une évasion. Enfin, on poste d'ailleurs, c'est un choix de poster tous nos photos le matin très tôt. Pourquoi ? Parce que au réveil, tous les addicts d'Instagram le sauront, on a beaucoup plus envie de voir une plage de rêve, une jolie maison en Grèce ou une petite Miason qui se balade, qui est en train de s'installer sur une jolie plage. Alors que pas forcément dans d'autres horaires où on met pas l'apéro à 8h du matin, quoi. Ouais. C'est stratégique. Évidemment, ok. Donc les Miason voyagent, et ce qui crée autour aussi un univers de guides de voyage, d'adresses. On a énormément de messages pour savoir, mais vous étiez où ici, mais qui a pris la photo. Alors souvent c'est des ripostes. On peut pas forcément donner source à tout, mais d'où vient ce cabas de plage, d'où vient cette serviette de plage, qu'est-ce que c'est que cet hôtel, d'où était ce restaurant. Donc en fait, il y a un contenu derrière un produit. T'as abordé un point qui est intéressant pour une marque pour laquelle tu fais de l'évangélisation, sur laquelle tu as un storytelling qui est intéressant autour des fondateurs ou fondatrices comme vous, parce que votre histoire elle est sympa, clairement. La question c'est à quel moment, ou plutôt est-ce que tu décides d'incarner ou non ta marque et ta marque personnelle? Est-ce qu'on parle de Miason ou est-ce qu'on parle de Valériane et Hortense? Est-ce que vous-même sur vos comptes perso, vous voyez ce que est-ce qu'on disparaît derrière sa marque? On n'est pas les mannequins de notre marque. Notre produit, il marche tout seul sans nous. Ouais. Et la création de contenu qu'on fait, toutes les marques le font. Partager des bonnes adresses, partager du lifestyle. On le fait à notre sauce, évidemment. Et personne pourrait remplacer ça. Mais on n'est pas l'incarnation de notre marque. Ouais, on n'apparaît pas. On va dire, on ne prend pas la parole sous Miason. D'accord. Donc vous avez choisi de... C'est une ligne directrice, vraiment. Ok, entendu. Qui est en plus 50-50 parce qu'il y a 2 personnes derrière Miason, même si c'est moi qui gère l'Insta, et qu'on l'alimente quotidiennement avec un point de vue quand même familial, vacances, et qui doit pas déroger, qui doit pas rentrer dans la vie privée.
On ne se filme pas, on ne parle pas sur MISN. C'était exactement ma question. Okay. C'était un parti pris direct. C'était, en fait, aujourd'hui, si derrière, en plus, on veut grossir et derrière, on veut avoir détacher notre produit et se rendre dans une autre stratégie de commercialisation, on va pas baser ça marche sur une influenceuse. Voilà. Ou 2 influenceuses. C'est ridicule. Le reportage sur M6, pour finir sur les canaux d'acquisition, le reportage sur M6, vous êtes allé le chercher, ils sont venus à vous, comment ça s'est passé? Non, c'est drôle, c'est un appel mystère un jour chez WeWork qui était assez long, et la journaliste s'est prénommée comme pour faire un reportage sur la protection UV, et elle avait tapé sur Google parasol made in France. Et elle est tombée sur vous? Première, ouais. Ok. C'est quand même dingue. Ouais. Donc là, un très bon référencement, on est trop contente, mais on est quand même un peu surprise. On est là, on se regarder, en répondant à toutes ces questions. On se dit, est-ce que c'est pas de la veille concurrentielle? On était un peu stressés de cet appel, et puis on se dit vraiment, Capital, oui, je vous recontacte à la fin de l'été. Puis au final, le tournage a été l'année d'après. C'est-à-dire qu'on a été contacté en 2017, on a tourné en 2018 et c'est diffusé en 2019. Oh là là. Donc c'est genre presque fait pour. Enfin, c'est. Ouais, on a un peu toutes les étoiles bien alignées parce que Capital qui fait un reportage sur la protection solaire, ça veut dire que c'est un sujet qui est important, tu vois, qu'on se posait pas forcément avant. On arrive à un moment où le sujet, il est important pour tout le monde. Nous, c'était au moment où on avait un peu d'expérience, on a eu un produit qui était canon, on a trouvé des fournisseurs pour le faire en France. Les sites internet et la distribution. En gros, toutes les étoiles sont alignées et on a le bon produit au bon moment avec la bonne com. Enfin, je pense qu'on communique bien. Mais on l'a pas cherché, quoi. Enfin. Ok, c'est venu à vous. Ils nous ont appelés. Ouais, mais ça, c'est génial. On n'était pas les 2 filles qui ont absolument envie de créer leur entreprise. Ça nous est un peu tombé dessus et on l'a géré elle un peu à bon père de famille avec nos petits moyens, entre guillemets, même si on a eu des prêts bancaires et la love money au début. Mais en 2 ans, on a une boîte qui est rentable. On a un produit que les gens adorent avec 0 SAV. Tu vois, on a fait 2 remboursements sur les plus de 5000 tentes qu'on a vendus. Ça faisait partie des questions. Il y a eu 2 retours en 2 remboursements. Il y a eu 2 retours, ouais. Ok. Et il y a eu une vingtaine de SAV à cause des petits œillets dont Hortense parlait, tu vois, mais il y a vraiment rien de grave. Et au niveau de la prod, tout sort toujours impeccablement. Donc on n'a pas de. On fait vraiment gaffe. Enfin, on contrôle tout. Du petit player, il y a un contrôle qualité qui est énorme parce que ça fait partie de l'évangélisation d'un produit. Et du coup, la protection UV, je vous ai pas posé la question tout à l'heure, mais il faut trouver les tissus qui sont traités pour. Alors ça, pareil, on a mené beaucoup d'études auprès de spécialistes dans le tissu d'outdoor. Et en fait, on s'est rendu compte que la protection, elle était permise par le tressage du fil en coton. Plus c'est tressé serré, plus tu vas couper les UV. Et après, on fait des tests auprès d'un institut qui vient piquer un laser et qui nous délivre un certificat avec une moyenne de 90% des rayons UVA et B bloqués. Donc, il y a un tampon... Ouais. Ok. Attention à la réverbération pour les petits bébés. Ce qui est génial, c'est que c'est du 100% coton. Donc on reste dans une fabrication d'un coton éthique. Pas un polyester, saine, et qui se lave en machine à la fin de l'été. Voilà, il n'y a rien de... Ok. Sur les 2 ans et demi qui viennent de passer, est-ce qu'il y a eu un moment de bascule que vous arrivez à identifier dans le développement de la société, une accélération, un tipping point, si j'utilise un mot anglais? On a une accélération constante, je dirais, depuis le premier été, depuis 2 ans et demi. Et pour moi, l'accélération, ça va être juste ce mois de juillet. Là. Le reportage. Ouais. Et j'imagine la V2. Et le bouche-oreille. Et l'année prochaine. Exactement. Ok. Super. Pour finir, si vous vous relanciez demain, quelles erreurs que vous avez pu faire, vous essayeriez d'éviter? Ma phrase était compliquée, mais je me suis compris, et vous aussi, j'espère. Je ne sais pas si c'est des erreurs, par contre, en tant qu'architecte. Raccourci, peut-être. En tant qu'architecte de base et de formation, et non entrepreneuse par vœu, quoi. Si on m'avait expliqué la complexité et l'acharnement qu'on a dans ce projet, je ne sais pas si je l'aurais fait. Est-ce que je serais pas restée avec mes 10 prototypes chez moi, bien cachés sous mes petites tentes, quoi. Et un job. Et un job et un salaire, et tout ça. Mais aujourd'hui, je suis ultra fière de le faire avec Valé, de le faire auprès de ma famille qui est ultra engagée dans ce projet. Et c'est, je pense, j'ai envie de dire, c'est stupide de dire des plus belles années, mais en tout cas, c'est des années de dingue. Ouais, et puis en vrai, un super résultat. Ah, mais un résultat. C'est une belle expérience. Tu parles d'erreur. Pour nous, il n'y a pas d'erreur.
Donc c'est horrible de dire ça. En fait, on a des tempéraments tellement optimistes que quand il y a des portes qui se ferment ou des portes qui s'ouvrent pas, en gros, c'est pas grave, on va en ouvrir une autre, tu vois. Mais on n'a pas fait d'erreur grave. Et depuis le début, on projetait des partenariats type Air France, le bon marché. Alors voilà, je touche du bois aujourd'hui pour que ça continue. Mais non, le chemin est d'or et pour l'instant, on se marre bien. Avec une belle croissance à l'international, j'imagine, pour les temps à venir. Super. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire avec nous. On espère vous revoir bientôt. Et puis, je suis impatient de dresser ma tente sur la plage. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super sympa. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Vous pouvez le noter et laisser un commentaire sympathique sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast de prédilection. Ça nous aide à remonter dans les classements. Vous pouvez aussi partager le panier autour de vous par email, sur les réseaux ou un dîner, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous avez besoin de vous faire accompagner pour votre stratégie digitale, votre site internet, vos tactiques marketing ou de contenu, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de Cosa Vostra ou à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.